Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je vais vous proposer effectivement aujourd'hui, dans cette journée du bac de philo, de faire un peu de philo aussi. Je vais vous présenter très brièvement, puisqu'on va être sur une thématique qui peut être assez étrange à aborder pour un philosophe, qui est celle du télétravail et du management à distance. On peut même se demander si finalement un philosophe pourra avoir un avis pertinent sur la question. Je m'appelle Jean-Louis Vianney, je fais partie d'un cabinet de conseil et formation en management qui s'appelle Parésia. Et vous verrez déjà que Parésia, c'est tout un poème, en tout cas c'est une histoire, puisqu'en fait la Parésia c'est du grec ancien, qui veut dire le franc-parler. Donc c'est un cabinet qu'on a créé en 2009 avec mon associé, Sophie Girard, qui est présente ici aujourd'hui, et qui a le courage de travailler avec moi depuis maintenant 17 ans, et un peu plus même, puisqu'on a travaillé ensemble dans un autre cabinet. On a deux structures, historiquement, je vais dire, un point de positionnement sur un lieu. Et puis, comme je suis franco-suisse, on a aussi deux structures du côté de Lausanne qui permettent de travailler du côté de la frontière. Si je commence, je fais partie dans ce qu'on appelle les DRH, les recruteurs, des profils atypiques. Alors, j'aime beaucoup la littérature sur les profils atypiques parce qu'il y a une vraie valorisation des profils atypiques théoriquement. Parce que quand on rentre un petit peu plus dans le détail, et notamment dans le concret, on se rend compte que finalement les profils atypiques sont un peu pénibles. Ce qui est intéressant, c'est que mon job à moi, c'est vraiment d'aller dans les entreprises, faire du conseil, de la formation en management. Par contre, là où ça va être un petit peu différent peut-être de ce qui peut se passer classiquement, c'est que en fait, moi, je vais me référer justement à mes bases classiques. Et mes bases classiques à moi, ça va être précisément la philo. J'ai eu la chance de rencontrer en terminale, un peu plus qu'un professeur de philosophie, mais vraiment quelqu'un qui était passionné de philosophie et qui m'a transmis ce virus-là. Et voilà, depuis que j'ai 18 ans, du coup, je fais cette logique de tous les jours me faire un petit peu de philo pour orienter l'existence. Et je me souviens très bien de mon sujet de bac, c'était est-il dans la nature de l'État de limiter son pouvoir? Déjà les potes, c'était pas facile. Mais vous allez voir que finalement, si je repense à ce sujet de 1988, qui ne rajeunit pas complètement, la question aujourd'hui du pouvoir va aussi se poser. Alors, pour vous présenter très brièvement ce qu'on fait, on intervient au sein de Parésia sur 5 thématiques clés. La première, elle est vraiment sur le cœur de métier, comment on va accompagner des managers dans le management, ce qui veut dire que nous pensons fondamentalement que le management ça peut s'apprendre, donc c'est un ensemble de compétences et de techniques. Alors parfois on rencontre des gens qui disent non mais le management c'est inné, c'est comme le commercial, il y a ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. Par rapport à ça, on a une vision un petit peu différente. On intervient de plus en plus sur une deuxième thématique qui fait partie de notre grande spécialité, qui est ce qu'on appelle les environnements mixtes, qui sont en mutation, dans des logiques de changement, dans lesquelles il y a de l'incertitude, donc là on est dans le management de l'instabilité, et puis la complexité en fait c'est quand vous avez des systèmes qui sont très riches en termes d'acteurs, où finalement un acteur tout seul n'a plus la main mise sur ce qui se passe. On travaille aussi sur ce qu'on appelle le management des nouvelles générations, de dire mais finalement aujourd'hui les nouvelles mentalités de travail, alors aussi bien sur le rééquilibrage entre la vie pro et la vie perso, aussi ce qu'on appelle les nourrissons géants. Donc les nourrissons géants, c'est des gens qui peuvent avoir 30, 40, 50 ans, mais qui dans leur fonctionnement au quotidien ressemblent plutôt à des enfants de 5-6 ans, qui vont fonctionner avec des logiques de caprice, qui veulent tout de suite et qui veulent surtout être généralement alimentés d'extérieur. On verra d'ailleurs que dans la logique du télétravail, c'est aussi des questions qui peuvent se poser. On intervient sur la notion de culture d'entreprise, là aussi, dans les bases philosophiques, c'est important. La culture d'entreprise, c'est vraiment quelle est notre identité. Et on s'est rendu compte que la culture d'entreprise et les valeurs étaient un vrai levier et une motivation. En fait, plus je me retrouve dans la culture de ma collectivité ou de mon entreprise, plus je suis motivé, et du coup, c'est un vrai levier de performance aussi. Et puis, la dernière thématique sur laquelle on intervient, j'aurais tendance à dire, hélas, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la fragilité, autrement dit, passer pas simplement de la démotivation, mais aussi sur des logiques d'implication, voire le fameux épuisement pro, qu'on appelle gentiment en anglais burn-out, parce que ça fait plus chier. On a la chance de travailler avec des clients très différents, et vous allez voir que sur la logique du télétravail, même si les clients sont différents dans leur taille, parce que nos plus petits clients, c'est 12 personnes au fin fond du Jura, qui font de la comptabilité agricole et des plus grosses structures, en fait, les questions de fond qui vont se poser sur le travail, sur le télétravail et le management à distance sont quasiment tout le temps les mêmes. Donc, nous avons le plaisir d'intervenir dans le milieu industriel, on intervient dans la pharma, ça va du laboratoire jusqu'à
à la distribution de médicaments des cliniques dentaires, dans la distribution d'énergie. Et là, pour le coup, on est très varié, puisqu'on est aussi bien dans l'hydraulique, l'éolien, le gaz, le pétrole. Dans la distribution, qu'elle soit grande, spécialisée ou industrielle. Dans le milieu à la fois de la cosmétique et puis aussi de la confection et des bijoux. Donc, généralement, ce sont des choses qui parlent soit aux femmes, soit aux hommes qui font des cadeaux aux femmes. Pas forcément. On intervient aussi dans le milieu des services. Voilà, c'est certainement là où on a la plus grande diversité des acteurs entre des structures de taille internationale et des toutes petites structures. Dans le milieu associatif, où on est sur l'encadrement de deux handicaps, le handicap psychique et le handicap mental. Et c'est pour ça que du coup, on a pu aussi développer beaucoup de choses sur notre expertise dans le management de la fragilité. On a un aussi de travail des startups et dans les nouvelles technos, donc c'est là où le costume 3 pièces fait un peu ridicule. Donc vous avez des gens qui sont en train de jouer à la console ou baby-foot, mais il faut assumer. On a la chance aussi de travailler avec des chefs étoilés de Guide Michelin. Alors ils ne sont pas tous là parce qu'on a des clauses de confidentialité avec certains. Mais du coup, là où c'est vraiment très très intéressant, c'est sur la notion d'ego, puisque généralement un chef, quand il y a 3 étoiles notamment, il y a un ego légèrement surdimensionné. Et puis aussi, on a des gens qui sont légèrement caractériels, vraiment difficile. On travaille avec quelques institutionnels et des labos de recherche. Et puis, on a aussi la chance et l'occasion de donner des cours dans les universités et les écoles. Alors, je vais vous proposer de manière très très brève, on est sur une petite demi-heure, une termination avec simplement des flashs. Autrement dit, vous allez certainement avoir beaucoup de frustration à la fin de cette intervention, en vous disant mais pourquoi on n'a pas pu se développer. Alors, il ne faut pas oublier la phrase de Freud, c'est de la frustration que naît le plaisir. Je vois qu'il y en a qui les connaissent. Alors, je vais vous proposer un petit voyage en 5 temps. On va d'abord, sur la notion de télétravail, se rappeler 2-3 bricoles autour du travail, mais aussi autour de la perte du choix. Et puis, on a ensuite un package autour du changement, du management et de la notion de performance. Quand on repense le travail, il ne faut pas qu'on oublie la base de la base. C'est que dans nos représentations, le travail, c'est une torture, c'est de la souffrance. Tout à l'heure, Sandrine parlait de qualité de vie au travail. Si vous reprenez simplement le mot travail en français, il vient du mot latin tripalium. Et le tripalium, c'est un truc très rigolo, en fait, ça servait à écarteler les gens. Autrement dit, on avait des gens qui étaient condamnés, alors ils étaient condamnés à mort, mais c'était pas une mort douce. Ils avaient les pieds attachés, les bras aussi, il y avait 3 chevaux qui tiraient, et puis ils craquent, ils écartelaient. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la notion même de travail nous renvoie quand même à la torture. Alors on va dire, c'est pas si grave que ça. Ça peut avoir quand même une importance. Ça peut avoir une importance pour moi, manager, si ma vision du travail, c'est qu'effectivement, du vrai travail, autrement dit, les gens qui travaillent, ce sont des gens qui souffrent. Et qu'il ne peut pas y avoir de plaisir qui génère de la performance. La seule performance, c'est celle où on en bave vraiment. Mais ça peut vouloir dire aussi, pour moi salarié, que finalement, le travail en présentiel, c'est aussi une forme de torture, et que finalement, un des échappatoires, une espèce de montgolfière qui me permet un peu de m'évader, ça peut être le télétravail et le management à distance. On a une deuxième dimension du travail qui va être le travail de nécessité. Autrement dit, c'est pas rigolo, c'est pas forcément une torture. Par contre, c'est si j'ai pas de travail, j'ai pas les moyens, ne serait-ce déjà que de manger un petit peu. Mais surtout que ma motivation, elle n'est pas forcément placée dans le travail, elle est placée dans ce que je gagne à mon travail qui me permet d'aller faire autre chose ailleurs. Et là aussi, ça peut amener aussi bien du côté managérial que du côté des salariés des attitudes qui peuvent être de se dire mais finalement je viens travailler sur ma croûte et ma vraie vie est ailleurs. Et là aussi, est-ce que le télétravail est une façon pour moi de mieux vivre mon travail ou une façon de m'évader? La question est posée. La troisième dimension, qui est celle, j'en doute pas, qui vous habite et qui habite tous vos managers, c'est de se dire que le travail est une réalisation de soi. Autrement dit, et c'est là où on pourrait reprendre les philosophes classiques, notamment Hegel, qui va nous apprendre que c'est parce que je m'affronte à quelque chose d'extérieur que finalement je vais grandir et que je vais devenir un être humain. Autrement dit, si en tant qu'être humain, je ne surmonte pas des contraintes, est-ce que finalement la vie vaut la peine d'être vécue? Dans la logique du travail comme réalisation de soi, ça veut dire que cette fois-ci, en tant que salarié, je peux avoir une automotivation. Autrement dit, finalement, le sens de mon travail, je n'ai pas besoin d'un manager, je n'ai pas besoin d'une structure.
Je trouve que ce que je fais au quotidien me permet de me réaliser en tant qu'être humain. Et là où c'est encore plus génial, c'est d'avoir un manager qui a cette vision-là de ce que c'est que le travail. Autrement dit, qui à la fois va me faire générer de la performance et en même temps, dans le fameux dynamique d'aujourd'hui, va me permettre d'être bien à la fois dans mon job, mais en même temps en tant qu'être humain. Ce qui veut dire, si on tente un petit peu un schéma de synthèse, que dans le travail, il y aura nécessairement la notion d'effort. Mais la notion d'effort en soi, elle n'est pas négative, même si aujourd'hui on peut nous dire « Ah, mais faire des efforts, c'est pénible ». Non, faire des efforts, c'est aussi ce qui nous permet, à nouveau, de surmonter des choses. Par contre, on peut très bien avoir aussi une logique d'équilibre avec une dynamique de plaisir. Et là où ça va être très important, et c'est là qu'on va retrouver le vecteur managérial, est-ce que moi, manager au quotidien, je mets du sens au travail? Et va se poser la question, aussi bien sur du travail en présentiel, autrement dit quand je suis dans la collectivité, quand je suis dans l'entreprise, et ou quand je suis en télétravail. Et est-ce que moi, manager, j'ai la capacité d'accompagner tout le monde dans cette espèce d'équilibre en disant oui, il y a des efforts, et en même temps, il y a du plaisir, mais surtout au quotidien, mon métier fait sens. On s'est un tout petit peu interrogé sur la notion de travail, il faut qu'on revienne aussi à présent sur la notion de pouvoir. La notion de pouvoir, c'est comme notre notion du travail, fondamentalement elle est pipée. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision légèrement déformée et déformante du pouvoir, puisqu'en fait, on hérite là aussi d'une vision qui date un petit peu de la préhistoire, mais qui n'est pas si close que ça. Alors, vous pourrez dire que les illustrations sont très caricaturales, dont acte, mais la base de la réflexion sur le pouvoir, c'est de se dire que le pouvoir, c'est ma capacité de contraindre quelqu'un à faire ce que je veux. Et c'est pour ça que pour le contraindre, j'ai un levier de base, et c'est pour ça que au milieu, vous avez un petit bonhomme qui, pour le coup, effectivement, est un mâle, je ne sais pas s'il est viril ou pas, mais en tout cas, c'est bien un homme avec un petit H, c'est que si je veux que ma volonté soit faite, alors je vais être capable de rentrer dans une logique de contrainte, voire de coup de force physique. Et là, on voit bien que si la vision et la pratique du manager au quotidien, c'est cette espèce de logique qu'on retrouve parfois dans la vulgate managériale avec la fameuse théorie du mal alpha, en disant je suis le mal alpha, donc j'ai un troupeau à gérer, et donc je vais gérer par des logiques de rapport de force. Il est clair qu'à ce moment-là, le télétravail ou le management à distance peut être vraiment vu comme un moment d'aller récupérer un peu d'oxygène. En se disant au moins les journées que je passe pas en présentiel, j'arrête de subir ça. Mais là aussi, vous avez des salariés qui ont cette vision du management. C'est-à-dire que, assez paradoxalement, quand on travaille de temps en temps sur comment est-ce qu'on peut mettre de la délégation, comment est-ce qu'on peut donner de l'autonomie, vous avez des gens qui disent mais non, un chef, c'est quelqu'un qui est capable de taper du poing sur la table. Généralement, qui a une grosse voix. Et puis qui physiquement aussi est balèze. Ouais, je sais, du coup, je ne fais pas de travail. Heureusement, quand on n'a pas la logique de rentrer dans une dynamique de force, on a une deuxième dynamique autour de la notion de pouvoir. Autrement dit, c'est si je ne peux pas exercer mon pouvoir par la contrainte physique, par la force, je vais pouvoir le faire par la ruse, par la manipulation ou par la séduction. Et donc ça va permettre ainsi aux personnes dépourvues de qualité physique de s'imposer, de pouvoir s'imposer différemment. Et là aussi, on voit bien que dans la pratique managériale en présentiel, cette dynamique-là peut m'amener à manager le télétravail d'une manière assez différente. C'est-à-dire que si je suis un tenant du pouvoir coercitif, en fait j'ai quelqu'un qui est en télétravail, mais je lui passe un petit coup de fil qui est 10 minutes. Au cas où. Ou alors, encore mieux, parce que certaines entreprises avec lesquelles on travaille, il y a ça combiné, c'est en fait, il doit être connecté à une caméra et toutes les 10 minutes, il doit passer dans la caméra. Alors, c'est jamais des fois qu'ils sont en train de jouer avec ses gosses, etc. Par contre, on va se rendre compte que le management, ici, qui tournerait autour de la ruse, de la sélection, voire de la manipulation, peut peut-être, au contraire, très bien fonctionner dans du management à distance. Si finalement mon manager n'est pas là, mais il me culpabilise tellement que du coup, en fait, c'est comme s'il était tout le temps avec moi. Et c'est pour ça qu'il faudra être là aussi très vigilant, c'est quelles sont les représentations du pouvoir qu'ont les managers qui travaillent avec nous. Alors heureusement, si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, mais aussi un peu moins de réalité concrète,
Le pouvoir, ça pourrait être aussi une capacité de faire grandir les gens. Autrement dit, ça voudrait dire que je n'exerce pas le pouvoir pour moi, mais je vais prendre le pouvoir que j'ai pour faire réussir et grandir en tant qu'être humain et dans leur performance l'ensemble des personnes que j'ai avec moi. Alors, on est d'accord, on est sur un registre d'exception. Parce qu'il ne faut pas être complètement naïf, mais une des logiques du pouvoir, c'est de se conserver. Et du coup, c'est si je veux me conserver, on va être généralement dans les grandes tendances de ce qu'on a vu avant, soit sur la coercition, soit sur la ruse. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est si je vis avec mon manager un management de ce type-là, autrement dit, qui précisément m'aide à être mieux dans mon job, qui m'aide aussi à mieux travailler avec les autres, le télétravail devient complètement différent. C'est-à-dire que oui, je vais être à distance, mais je suis à distance sans être seul. Autrement dit, je fais quand même partie d'un collectif. Alors on pourrait dire que c'est un collectif virtuel, mais pas tant que ça, parce que je sais que quand je reviens, nous avons des relations fortes. Je sais aussi que j'ai un manager qui ne cherche pas à me piéger quand je suis en télétravail, mais au contraire, qui a vu le télétravail ou le management à distance comme des vecteurs de performance et qui du coup peut s'en servir. Autrement dit, vous voyez bien que, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, ces notions et les visions qu'on a du travail et du pouvoir orientent certes la logique du management à distance, mais elle oriente aussi, et c'est ce qui va être très important, le management de proximité. Donc, fondamentalement, c'est une erreur aujourd'hui de penser uniquement le management à distance ou le télétravail sans le reconnecter au management de proximité. Alors parfois, quand on met en place du télétravail ou du management à distance, on provoque des gros changements, notamment dans les lignes managériales, dans les organisations, soit des collectivités, soit des entreprises. Alors c'est un point sur lequel on pourrait passer largement plus de temps ici, mais on voulait quand même vous faire un accord autour de ce qu'on appelle l'effet PAC quand il y a un changement. Quand quelqu'un vit un changement, notamment un manager à qui on annoncerait la mise en place d'un accord télétravail, donc il voit concrètement des gens qui vont quitter le présentiel pour aller travailler ailleurs, ils vont se poser instantanément 3 questions. Les 2 premières sont liées. La première qui va être, qu'est-ce que moi, manager, je suis en train de faire? Ça veut dire que dans le changement, l'erreur qu'on commet, c'est toujours de se dire, dans le changement, les gens ont des choses à gagner. Et forcément, je vais faire une présentation auprès de mes managers en disant, vous allez voir, c'est vachement mieux, le télétravail, ça apporte de la souplesse, ça apporte du bien-être, ça apporte de la motivation, etc., etc. Sauf que moi, manager, je ne vais pas forcément mis dans un premier temps le télétravail comme un gain, mais je vais le vivre comme une perte. Oula, mais je perds des gens. Et en fait, au lieu qu'ils soient là, je ne les vois plus. C'est pour ça que les pertes sont toujours de 3 natures. Vous avez les pertes réelles. Effectivement, la personne n'est plus là. Je peux perdre ce qu'on appelle la perte relationnelle, qui est la deuxième dimension. Effectivement, je perds la relation. D'où les managers qui appellent toutes les 10 minutes, ou qui demandent à ce qu'on se mette devant le webcam toutes les 10 minutes. Mais il y a aussi une dimension symbolique. Si je pense, en raisonnant certes un peu à l'ancienne, que manager, c'est manager, je prends l'expression à Essian, mes gens. Mes gens, elles doivent être là. Mon autorité, elle ne se véhicule que et seulement si je suis avec eux. Donc ça veut dire que pour certains managers, vous avez une perte symbolique qui est la perte du pouvoir. Si les salariés ne sont plus sous ma coupe, et à nouveau je prends l'expression Aessian, eh bien je suis peut-être en train de perdre mon pouvoir, en tout cas je suis en train de perdre une certaine représentation de mon pouvoir, et socialement, comment est-ce que je vais vivre? Alors le P n'est plus le premier moment, parce que finalement si je perds un truc que je ne tiens pas, parce qu'honnêtement moi je connais des managers, et certains salariés qui sont en télétravail, eh ben, ils se réjouissent qu'ils sont en télétravail. En se disant, yes, ça va me faire des vacances ce jour-là, j'ai perdu le pénible du coin, j'ai perdu celui qui est toujours en train de râler, voire celui qui me met une mauvaise ambiance dans l'équipe. Autrement dit, parfois en tant que manager, effectivement, je suis tout content qu'on mette en place du management à distance, mais comme ça, au moins, je suis débarrassé d'un terrain. Ce qui veut dire que, certes, il y a la notion de perte, mais il y a la notion d'attachement. Autrement dit, si je ne suis pas attaché à quelque chose, finalement, la perte importe peu. La troisième capacité va être très importante, et vous allez voir qu'elle va vraiment nous interpeller justement sur le fameux management du télétravail ou du management à distance. Une fois que j'ai passé le cas du PIA, ok, la perte d'attachement, très bien. Maintenant se pose de plein but une autre question pour moi, manager.
Est-ce que je sais manager des gens à distance? Alors c'est là où à nouveau, ça réinterpelle aussi mon management de proximité. Est-ce qu'en vrai déjà je suis capable et je sais bien manager les gens qui sont avec moi? Est-ce que quand mon équipe est en présentiel, est-ce que dans mon management de proximité, j'ai déjà des compétences qui permettent de gérer les choses? Si je ne les ai pas, il va de soi que la notion de mais qu'est-ce que c'est que le management à distance, j'ai intérêt à m'inscrire très très vite dans une formation. Donc ne perdez pas de vue que chaque fois qu'on va mettre en place du changement, et pour certains managers, la mise en place de management soit à distance, soit à télétravail, est un vrai changement. Que ça va bouleverser à nouveau nos représentations, c'est pour ça qu'on était sur le travail et le pouvoir, mais ça réinterroge aussi les capacités de manager. Alors, si on essaie de regarder un petit peu ce qui peut se passer autour du travail et du management, on a un premier axe. C'est-à-dire que la mise en place du management à distance, du télétravail, interpelle la notion de confiance. La notion de confiance, elle va être chez le manager. Est-ce que je te fais suffisamment confiance pour savoir que quand tu vas être en télétravail, tu vas vraiment travailler? Avec ce qu'on peut voir dans 70-80% des cas des managers avec qui on échange, c'est de se dire ouais, mais quand je suis pas là, je suis pas sûr qu'ils bossent. Ce qui est déjà une vision assez sympathique. Autrement dit, ça nous envoie dans une dimension où on est un peu dans un management d'équipe paternaliste. Grosso modo, si papa et maman ne sont pas là, les enfants travaillent pas. Ce qui veut dire que je considère mes salariés, mon équipe, moins comme des adultes que comme des enfants. Et effectivement, comme des enfants, si je ne suis pas là, ça ne fonctionne pas. Mais ça interpelle aussi sur la notion d'autonomie. Est-ce que moi, qui ai demandé du télétravail ou du management à distance, j'ai vraiment la capacité de travailler tout seul? À la fois dans un travail tout seul, ça veut dire sans Nicolas, autrement dit, quand tu se poses une question, avant j'allais voir mon collègue d'à côté, et là je l'ai vu. Donc est-ce que je suis capable de faire face à ce qui va se présenter tout seul? Mais de manière beaucoup plus globale, est-ce que j'ai la capacité à organiser ma journée de 7h, 7h30, 8h, tout seul, tranquillement, avec tout ce qui peut se passer, notamment si je suis chez moi? Et ça là, on va se rendre compte que parfois les gens se disent chouette, je vais faire du télétravail. Et puis que finalement, au bout de 3-4 journées ou tentatives de journée, ils disent non, finalement je vais revenir parce que c'est compliqué en fait. Parce que je me suis rendu compte que c'était difficile, qu'il fallait peut-être un point pour que je travaille, parce que quand je me mets dans la cuisine, c'est un peu le bazar. Je me suis dit que finalement ça allait bien chez moi, mais je me rends compte qu'il y a plein de distractions qui peuvent passer, que c'est pas facile, et finalement j'ai du mal à m'organiser. Au contraire, vous avez d'autres personnes qui vont s'éclater parce qu'elles vont dire précisément je profite de cette journée-là parce que enfin j'ai plus personne qui vient me bousculer, m'embêter dans ce que je suis en train de faire, et je peux enfin travailler de manière productive. Le deuxième axe qui va venir traverser cette question, c'est à nouveau celui du pouvoir et de la liberté. Est-ce que moi, manager, je suis capable de me dire que même si je suis en management à distance, ça ne change en rien de la notion de pouvoir? Et à nouveau, il faudra interpeller vraiment très très fortement. Qu'est-ce que c'est que pour toi avoir du pouvoir en termes de management? Si c'est à nouveau, comme on peut le voir dans certains endroits, j'ai centralisé l'information, j'ai distribué l'information qu'à ceux qui le méritent, et où, etc. C'est-à-dire que je reste dans une logique où je suis sur du pur contrôle. Ou au contraire, j'ai la capacité à accorder de la liberté, autrement dit un certain jeu au sens mécanique dans la relation de pouvoir que je peux avoir avec les équipes, et à ce moment-là, effectivement, le télétravail et le management à distance deviennent des vrais outils et de réalisation de soi et de performance. C'est pour ça que fondamentalement, quand je vous disais en introduction que c'est une erreur majeure et magistrale de dissocier le management de proximité du management à distance ou du télétravail, la vraie question qui se pose, parce que quand un manager vous dit non mais tu comprends, quand les personnes ne sont pas là, je ne sais pas ce qu'elles font. De manière assez taquine, je vais leur dire mais quand tu es avec elles, et pas 8 heures par jour, on ne fait rien. Voire même, moi qui le connais, de toute façon, le management de proximité, c'est pas ton truc. Autrement dit, de toute façon, même quand les personnes de ton équipe sont avec toi, il n'y a pas cette logique de contrôle. Autrement dit, vous avez certains managers, honnêtement, qu'on soit en présentiel ou en télétravail, la relation n'est pas la même. Et à nouveau, ça va interpeller ma pratique de management de proximité. Est-ce que j'ai déjà des compétences et des techniques pour manager de la proximité qui permettent ensuite de pouvoir faire une dynamique autour du télétravail?
C'est pour ça que si on a vraiment un schéma de base à avoir en tête sur notre management de proximité et encore plus notre management à distance et le télétravail, ça va interpeller la notion de performance. Quand on parle de performance, on va tout de suite nous parler d'objectif, très bien. On oublie juste de nous parler d'une chose à la base. Pour qu'il y ait performance, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le PEL métier. En fait, le PEL métier, c'est un ensemble de dents qu'on va compléter tout au long de sa carrière, dans lequel on va mettre des actions, des compétences, des tâches à réaliser. Et en fait, plus j'ai un comment je fais mon métier, qui pourrait être des méthodologies, qui peuvent être des processus, plus j'ai des dents à mon peigne, plus mon métier est intéressant. Autrement dit, il y a de la profondeur de métier. Mais plus ça veut dire aussi, normalement en tout cas, que j'ai de la maîtrise. Et c'est pour ça qu'une des questions qui va se poser sur le télétravail, en fait, c'est tu vas en télétravail, pourquoi en demande. Autrement dit, comment tu vas faire ce que je te demande de faire pendant ta journée de télétravail. C'est pour ça que la question de l'objectif est très importante, mais la question du PEL métier, elle est encore plus. Parce que si au quotidien, je ne sais pas comment travaillent les gens dans mon équipe, on dit comment ils produisent quelque chose à la fin de la journée, en fait, je suis aveugle sur ce qui se passe. Et c'est surtout que si je n'ai pas le comment je suis capable de mettre en place des indicateurs. Alors, à nouveau, on ne va pas confondre indicateur et objectif. On verra que normalement, l'indicateur se met au-dessus de l'objectif, qui sera notre palier au-dessus. L'indicateur, c'est l'outil de mesure. Comment je mesure? Alors, on pourrait mesurer plein de choses. Je vais vous faire grâce des 4 pavés. On va simplement s'intéresser au premier. Mais, à minima, dans le management, qu'il soit à proximité ou à distance, je devrais avoir des indicateurs qui permettent de mesurer la bonne qualité du métier. Autrement dit, est-ce que moi, manager, est-ce que moi, institution, collectivité, entreprise, j'ai au quotidien quelque chose qui me permet de mesurer que le métier est bien fait? Le bel ouvrage, fait dans les règles de l'art. Ou est-ce que finalement c'est fait à l'arrache? Et si c'est fait à l'arrache, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de nom. Et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. Il y a à la fois des indicateurs de tenue du métier et des indicateurs de performance. Parce que parfois, je peux très bien appliquer tout dans du PEL et pas faire de performance. C'est là qu'il faudra qu'on s'interpelle sur le fameux PEL. Mais il faut là aussi bien distinguer quelle est la performance attendue une fois que je fais bien le métier. Et c'est pour ça qu'on est ici au cœur de la problématique sur le télétravail et le management à distance, qui va être de se dire, est-ce que finalement quelqu'un va en télétravail pendant cette journée-là, est-ce que je le paye pour des heures ou est-ce que je le paye pour une performance? Vous allez voir que fondamentalement, ça réinterprète, ou en tout cas ça réinterroge la vision de ce qu'est le travail, aussi bien pour les managers, pour les collectivités et les entreprises, que pour les salariés. Si je définis des indicateurs, à ce moment-là, je peux définir un objectif. Autrement dit, l'objectif, ça va être justement le niveau de performance que j'attends de toi. Et là, à nouveau, se pose la question, dans ta journée de télétravail, qu'est-ce que j'attends de toi à la fin de cette journée? Autrement dit, ce qui va pouvoir me permettre d'aller vérifier que ce qui a été demandé en termes d'objectifs est cohérent avec la performance, c'est là que je peux débriefer l'ensemble des choses. Ce qui sera aussi dans la question, c'est est-ce que quand quelqu'un part en télétravail, je lui fais un brief avant qu'il parte, pour lui dire ce que j'attends de lui sur cette journée, aussi bien en termes de perf qu'en termes de comment c'est fait, ou pas. Est-ce que quand il revient de sa journée de télétravail ou de management à distance, est-ce qu'à nouveau j'ai aussi un débrief? Est-ce que quand il revient, je lui demande comment s'est passée sa journée, ce qu'il a fait aussi bien dans le métier ou en termes de perf? Mais si déjà, en basique de management de proximité, je ne sais pas ce que c'est qu'un brief et je ne sais pas ce que c'est qu'un débrief, ça commence pas terrible. Si en plus je vois pas la différence entre un indicateur et un objectif, ça ne va pas être simple non plus. Et si je n'ai pas une vision aussi sur le PEL métier, ça risque d'être un grand moment rattrapant. Et c'est là où, à nouveau, le télétravail va réinterroger nos organisations et pas simplement le management. Est-ce que toi, manager, tu as la capacité d'avoir des temps où tu briefes et tu débriefes les gens qui sont en télétravail? Vraie question. Et la deuxième, c'est comment tu le fais? Parce que c'est pas parce que tu auras du temps pour faire un brief, un débrief, que le brief et le débrief seront bien faits, voire même qu'ils sont faits tout court. Pour terminer, je vais vous proposer une conclusion, pour le coup assez paradoxale, on va la faire un peu à l'envers, c'est à la fois de conclure en même temps d'ouvrir, sur 4 questions. La première, c'est que le télétravail et le management à distance réinterrogent fondamentalement la notion du travail.
Autrement dit, quelle est ma représentation du travail, aussi bien en tant que salarié, qu'en tant que manager, qu'en tant qu'organisation, qu'en tant que collectivité. C'est fondamental. C'est-à-dire que ne pas se demander ce qu'on entend par travail, c'est partir dans des délires dans lesquels on va laisser au manager de proximité la responsabilité de si le management au télétravail et distance se passe très bien. Non, en cela, les entreprises en tant qu'institutions et les collectivités ont une vraie responsabilité de se remettre d'accord autour de ce que c'est. La deuxième dynamique, elle est importante. On aurait pu beaucoup plus creuser sur ces notions-là, tellement il y a des représentations et des pratiques différentes, mais fondamentalement, le télétravail réinterroge là aussi la pratique du pouvoir. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le management? Et est-ce que j'ai la capacité de faire du management avec des personnes qui ne sont pas physiquement à mes côtés? La troisième question va être effectivement liée à la première sur les pratiques managériales. Avec, à nouveau, j'insiste très lourdement, est-ce que je suis déjà bien calé dans le management de proximité pour être capable d'évoquer du management? Autrement dit, vouloir pratiquer du management à distance sans être déjà bien calé sur les fondamentaux du management de proximité, c'est simplement être en train de se demander si dans la cuisine on fait du rose ou du vert alors qu'en fait on devrait faire un terrassement. Et la dernière question, qui est certainement la plus importante, c'est finalement, est-ce que quelqu'un qui est en télétravail, je le paye pour un temps passé à travailler, ou est-ce que je le paye pour délivrer une performance? Et vous allez voir que là aussi, que la question qui se pose sur le télétravail est une bonne fausse question. Parce qu'en fait, elle devrait déjà se poser dans le management quotidien. Est-ce que tu es là 8 heures par jour pour être là pendant 8 heures par jour et tu fais ce que tu as à faire et tu fais comme tu peux? Ou est-ce que pendant ces 8 heures, tu attends quelque chose dedans? Question number one sur le management de proximité. Mais la question deuxième dans le télétravail, c'est je vais donner un objectif. Si tu as atteint l'objectif en 6 heures, tu fais quoi des heures que tu as en plus? Si tu as une journée de 8 heures. Est-ce que tu m'appelles, est-ce qu'on fait un raccord? Ou est-ce que tu dis que finalement l'objectif est atteint? Tu as mis 6 heures, tu as besoin de bonus. La question va aussi se poser, j'ai donné un objectif à atteindre, finalement il t'a fallu 10 heures. Tu mets des heures sur. C'est pour ça que vous verrez que quand on est... alors je suis d'accord que la question du télétravail est très déstabilisante pour les managers. Mais on peut aussi interpeller les gens qui demandent le télétravail en disant tu le veux pourquoi? Est-ce que effectivement s'il faut 10 heures pour atteindre un objectif, est-ce que tu es prêt à faire 10 heures sans avoir 2 heures supplémentaires? Parce que la question de dire ah j'ai mis 6 heures, du coup moi je suis resté tranquille pendant 2 heures, d'où l'importance de bien passer devant la webcam toutes les 10 minutes. Mais vous voyez que fondamentalement, la question du télétravail qui est posée aujourd'hui réinterroge un petit peu quand même la notion de qu'est-ce que c'est qu'être salarié aujourd'hui. Quand vous regardez les évolutions du travail, là-dessus il y aurait beaucoup à dire, c'est finalement, est-ce qu'en télétravail, je deviens un peu comme un libéral? On m'a donné une mission, j'ai une journée pour faire la mission qu'on m'a donnée. D'où, à nouveau, l'importance de super bien calibrer ce que tu as fait dans tes journées. Merci Jean-Olivier. Effectivement, si néanmoins il y a une question, on peut les prendre. On n'a pas forcément prévu un grand temps de questions-réponses, mais ça fait toujours plaisir. On en a eu déjà pas mal de questions à se poser. En avoir une autre, elle est bienvenue. C'était pas une question, c'était plutôt un remarque, mais c'est vrai que après ça lance le débat. La demande, en tout cas dans les collectivités du télétravail, ça vient souvent des cadres qui veulent effectivement avoir un temps très tranquille pour travailler sur un dossier bien particulier, etc. Et on le fait, le télétravail, on le fait de façon complètement informelle, on autorise, plus rien. Tu restes chez toi, tu travailles, on est dans l'objectif. Et il y a un travail à faire qui doit être fait de façon concentrée, on ne peut pas être dérangé par le téléphone, par des collègues, il y a un peu d'urgence aussi, parce qu'il faut rendre quelque chose. Et c'est vrai que là, je reconnais là-dessus en disant, moi, si cet agent-là que j'autorise à partir en télétravail, il fait ce travail en 4 heures chez lui, au lieu d'en 8 heures à la mairie, et qu'il est 4 heures restantes, il va faire du sport, etc., pas grave. La mission, c'était de rendre ce travail dans les temps, et il l'a fait de façon plus performante chez lui que sur place.
Voilà, c'était une... Bien sûr, mais c'est pour ça que fondamentalement, le télétravail nous oblige à être plus précis dans les objectifs et dans le suivi des objectifs. Mais il faut quand même, il faut être très très clair, hein. On a en France une vraie problématique autour des notions d'objectifs. Quand Sophie et moi on va regarder ce que des managers mettent comme objectif, la plupart du temps ils pleurent. Mais quand je dis qu'on pleure, c'est une fois sur deux, l'objectif n'en est pas un. Il suffit de regarder simplement les objectifs, les plus caricaturaux que j'adore, c'est ceux dans l'entretien annuel. Quand on a comme objectif de reprendre la pleine mesure du poste. Alors, c'est le que j'adore. Mais vous avez plein de managers qui confondent justement la mission, c'est-à-dire en fait une action, avec un objectif. Et à nouveau, avec plein d'objectifs sans indicateur. Mais la question de je l'ai fait en 4 heures, ce qui aurait dû me prendre 8 heures, ce sera une vraie question, c'est effectivement est-ce que je suis payé pour une mission, pour un objectif, ou est-ce que je suis payé pour un temps de travail. Un grand merci à vous pour votre écoute.